Bonjour à tous. Pour introduire mon propos aujourd'hui, je voudrais tout d'abord vous présenter une petite vidéo qui a été réalisée par une association de profs de maths, mais aussi des profs de français, des artistes qui ont réalisé de manière un petit peu artisanale ceci. Sur le plan du contenu, ça va peut-être vous paraître un petit peu énigmatique, puisqu'il est volontairement elliptique, comme c'est une présentation un peu elliptique, c'est-à-dire on ne dit pas tout, mais à l'issue de ma présentation, peut-être que vous aurez un petit peu mieux compris ce qu'est cette vidéo. Donc les musiques ont été composées et réalisées par les gens de cette association. Le montage a été fait par les gens de cette association. Voilà, je m'appelle Francis Loret, je suis professeur de mathématiques et j'ai une deuxième mission dans ma vie hebdomadaire, c'est que j'ai l'immense chance de travailler avec ceux et de côtoyer ceux qui inventent les mathématiques d'aujourd'hui. Quand j'étais un collégien, je pensais que les mathématiques avaient été inventées il y a très très longtemps et que tous les mathématiciens étaient des gens morts depuis très très longtemps et que en fait, leur contenu, on le recopiait, on le mettait dans des livres et puis on radotait d'année en année. Mais de là à inventer de nouvelles mathématiques, je ne l'imaginais pas quand j'étais petit. Et il se trouve que maintenant, je travaille avec ces gens qui forgent tous les jours de nouveaux signes, qui forgent tous les jours, qui dégagent tous les jours de nouveaux univers. Et ce qu'ils proposent, ce qu'ils fabriquent est totalement enthousiasmant. Et justement, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est la rencontre entre deux enthousiasmes. Le premier, c'est un enthousiasme marseillais. On va être un petit peu chauvin. Et donc, dans l'enthousiasme marseillais, quand on pense ferveur et enthousiasme, et j'ai commencé à poser les couleurs, bien évidemment, avec la soirée d'hier soir en plus, mais oui, on va penser au foot. Et puis quand on va vous demander s'il y a un lieu où le cœur bat plus fort qu'ailleurs à Marseille, bien évidemment, vous allez citer ça. Et puis si on demande à un adolescent de dire à quel grand personnage il pense quand il pense à Marseille, il peut être amené à proposer quelqu'un comme ça. Vous voyez, vous le connaissez. Mais en fait, Marseille dispose d'un autre cœur nucléaire, un autre lieu où on peut croiser des personnes comme ce monsieur. Et là, vous ne le connaissez pas. Ce monsieur, c'est Arthur Avila. Arthur Avila est prix Nobel des mathématiques. Alors, il n'y a pas de prix Nobel en maths, on va dire prix Nobel parce que ça s'appelle médaille Fields. Voilà, pour des raisons diverses, il n'y a pas de prix Nobel des maths. Mais Arthur Avila, il est venu à Marseille, donc comme beaucoup de médailles Fields, il est passé au CIRM, à l'endroit où vous êtes, ici, comme d'autres, comme des Français qui ont eu ce prix Nobel, donc cette médaille Fields. Je vais nommer Michel Serres, Alain Cohn, et ça, c'est les vrais héros. Les vrais héros. Donc Joule, on le reconnaît instantanément, vous avez vu, mais Alain Cohn, plus difficilement. Pierre-Louis Lyons, ou alors Jean-Christophe Fiocose, moi que j'ai croisé en 2008 à Paris notamment. Laurent Laforgue, Vandelin Werner, tout ça c'est des gens qui ont gagné la médaille Fields, des Français qui ont gagné la médaille Fields, et malheureusement, vous voyez, et c'est pas directement de votre faute, vous ne les connaissez pas. Ou alors Gobancho, Arthur Avila, ou Hugo Dumini-le-Copain, qui en 2022 a pris la médaille Fields aussi. Et donc tous ces gens, quand ils veulent partager, quand ils veulent se rencontrer, ils viennent ici.
Ils viennent au Centre international de rencontres mathématiques. Là, un lieu qui fait que Marseille n'est pas seulement la ville du foot, du coup, c'est aussi la ville des maths. Et là, je change l'article de la Marseillaise. L'article de la Marseillaise qui faisait la promotion de l'OM, si vous lisez un petit peu ce slide ici, dans cet article, on dit qu'il est aujourd'hui le premier centre d'accueil de mathématiciens au monde. Voilà. Et vous avez la chance d'y être invité. Vous avez la chance d'être là, dans ces murs qui transpirent l'intelligence. Et quand on parle donc de partage, d'enthousiasme et d'intelligence, les Marseillais ne sont pas en retard là-dessus. Et je voudrais vous présenter des gens qui brillent à la fois par leurs travaux à Marseille, mais par leur dévouement et leur enthousiasme à transmettre ces choses-là auprès de la jeunesse. Vous allez croiser dans les couloirs ici ce monsieur, Pascal Hubert. Vous croiserez Julien Cassaigne, vous allez croiser Olga, elle est là aujourd'hui. Vous ne croiserez pas Dominique parce qu'il est en train de faire la même chose que nous ici, mais en Corse, à Ajaccio. Dominique est corse. Si vous avez eu le temps de l'apercevoir, elle est en train de manger. Florence Hubert, là juste à côté. Malheureusement, vous ne verrez pas Christian Mauduit parce que très très grand monsieur, mais il est décédé il y a quelques mois et je voudrais vous en parler. Si vous avez été à la conférence juste avant, vous avez assisté à la conférence de monsieur Pierre Arnaud, qui est un grand monsieur des maths. Et puis je vous parlerai aussi de Jean-Luc Marie. Voilà. Donc tous ces gens-là, je voudrais vous les présenter pour qu'une fois que vous allez les croiser dans les couloirs, vous mesuriez l'importance et la qualité des gens que vous avez en face de vous. Pascal Hubert est professeur d'université Aix-Marseille, il a été directeur de l'Institut des mathématiques de Marseille, mais actuellement c'est le directeur du CIRM. Et il pourrait avoir que pour vocation d'accueillir des immenses mathématiciens. Ben non, aujourd'hui c'est vous qui l'accueillez. Et il a cette volonté-là avec ses amis comme Julien Cassaigne ou Olga Paris. Julien, qui est quand même médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques, des choses qui ne vous parlent pas, parce qu'on parle beaucoup d'international, médailles, ça c'est... Dans l'exercice, c'est ce qui se fait de mieux au monde. Donc vous avez un immense mathématicien, voilà, que vous allez croiser là, avec sa barbe, dans le forum. Vous n'allez pas faire gaffe, mais vous avez quelqu'un qui va très très vite dans sa tête. Et avec Olga, Julien, Pascal, ils ont créé bénévolement le Camp des Cigales. C'est quoi le Camp des Cigales ? Dans cette salle, il y a des jeunes filles qui ont déjà participé, d'autres qui vont y participer, là, à la session prochaine. C'est le regroupement de jeunes filles pendant une semaine où on leur fait faire du sport, des maths, dans un lieu magique encadré par des chercheurs prestigieux. Et il faut mesurer la chance qu'on a d'être accueillis bénévolement par des gens comme ça. Ils auraient carrément autre chose à faire. Ils ont des domaines de recherche entiers à parcourir. Non, ils donnent du temps à la jeunesse, ici. Mais pas que. Pascal et Julien ont créé le Club de maths de Marseille, où brille l'excellence. Mais l'excellence pas payante, c'est gratuit, ils sont bénévoles. On vous rembourse les tickets de bus quand vous venez au Club de maths de Marseille. Et eux, ils donnent juste de leur temps, avec leur cerveau si bien formé. Voilà. Et ils vous aident à chercher sur des problèmes très intéressants. Ils vous emmènent en voyage, ils vous emmènent faire des concours comme le tournoi français des jeunes mathématiciens. Voilà. Et Julien, même si vous allez plus loin, ce week-end, vous allez le croiser, Julien. Vous allez le croiser où ? Vous allez le croiser avec des jeunes, avec l'association Maths pour tous, puisqu'il est président de l'association de Maths pour tous. Vous allez le croiser en train d'expliquer à un bambin de 7 ans des mathématiques qui n'a aucune espèce d'idée, même d'intérêt, de savoir qu'il est avec un mathématicien de premier plan. Et très modestement, Julien va infuser notre petite jeunesse le week-end sur son temps libre. Voilà. Président de l'association Maths pour tous. Et Olga, elle, autre chose, elle est cofondatrice de l'association Vagabond de Mathématiques, qui, elle, essaye de faire des regroupements entre maths et art. Et puis elle travaille sur un documentaire sur les filles en mathématiques. Et quand on organise un meeting de mathématiques à Saint-Pétersbourg, voilà, en juillet, c'était elle qui était l'égérie, qui était sur la photo. Elle fait des conférences pour TEDx. Alors TEDx, vous ne connaissez pas forcément, mais de manière très très courte, on demande à des gens de renom de parler, de faire un petit talk très 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 court, une vingtaine de minutes sur un sujet, et c'est prestigieux de passer là-dedans. Voilà. Mais vous allez la croiser dans les couloirs et puis vous n'allez pas faire attention. C'est Olga. Il n'y a pas que Olga qui passe dans les médias. Pierre, qui était juste là, c'est un grand défenseur des maths, acharné des mathématiques en France. Et Pierre, autant il passe à la télé qu'il va au lycée Val-de-Durance faire une conférence auprès
Hubert Proal et ses élèves. Voilà, donc il vient sur le terrain, il vient donner, il vient partager, tout simplement, ici. Comme Florence Hubert, donc la dimension de ses travaux est énorme, et ben, elle va au Collège Pagnol, elle va aussi à Val-de-Durance, voilà. Ils prennent de leur temps pour aller voir les gens sur le terrain et partager leur passion. Vous ne le verrez pas aujourd'hui parce qu'il est dans son laboratoire, mais Jean-Luc Marie, dès que, en fait, vous voyez une imagerie, vous voyez ceci, ou si vous voyez cela, ou ceci, ben, il n'est jamais très loin. Il est spécialiste de géométrie dynamique. Et Jean-Luc, dès qu'il s'agit par exemple de faire des mathématiques au service de l'imagerie et avec des triangles d'analyser ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a un AVC par exemple, on fait appel à Jean-Luc. En astronomie, dès qu'il s'agit de dater l'âge d'un astéroïde, en géométrie dynamique, on fait appel à Jean-Luc. Voilà. Et puis bah, Jean-Luc, il ne compte pas son temps, il va sur le terrain et puis il explique la perspective, il remet en perspective ses travaux, il va faire des conférences grand public, et puis il va dans les collèges, il va dans les lycées, travailler avec des petits, pareil. Et puis bien sûr, Dominique Barbelozzi, immense chercheur, l'un des meilleurs du monde dans son domaine. Mais son domaine, c'est quoi? Eh bien, Dominique a fait une thèse en théorie des nombres au départ, donc quelque chose de relativement abstrait. Et en fait, l'application de ses travaux aurait eu cours dans 30 ou 40 ans. C'est trop loin pour lui. Donc, il voulait être utile tout de suite. Et il s'est dit, j'ai un goût pour la médecine. Si j'allais voir les médecins pour savoir s'ils ont besoin de calcul, il va voir notamment le professeur Freyer à Lyon, un jour, et il demande si les mathématiques ont besoin de calcul. La médecine a besoin de calcul. Or, la médecine a énormément besoin de calcul. Pourquoi? Parce que quand vous appliquez un protocole sur quelqu'un, quelle dose vous allez administrer? En fonction de quels paramètres? En fonction du poids, en fonction du potentiel enzymatique, de la clairance du foie, qu'est-ce que vous allez prendre en compte? Eh bien, ils ont fait appel à Dominique pour créer des modèles. Par exemple, quand il y a une opération à cœur ouvert, vous voyez, c'est très très délicat une opération à cœur ouvert parce que comme le sang est en contact de l'air, vous pouvez coaguler. Donc, on vous met de l'héparine, on vous met un anticoagulant. Mais si vous mettez trop d'héparine, bah, vous allez faire une hémorragie. Si vous mettez pas assez d'héparine, risque d'AVC. Combien? Mais il a créé le modèle de calcul. Et avant, des gens mouraient simplement parce que personne ne savait doser, n'avait de pilote, n'avait de boussole pour doser ce genre de choses. Mais il a créé le modèle. Et des modèles dans des tas de domaines en médecine qui ont purement et simplement sauvé la vie de plein de gens. Voilà. Donc moi, je suis passionné d'être en contact avec ces gens-là, et je fais partie de ceux qui leur rendent hommage, notamment aujourd'hui. Et puis Dominique, bah, voilà, lycée Lursa de Martigues, conférence il y a 4 ou 5 ans, il va peut-être revenir cette année d'ailleurs, on en parle ici. Et Dominique a créé le Forum des mathématiques, alors vous ne connaissez pas forcément, parce que c'est un immense événement qui va recommencer certainement cette année. Voilà. Grâce à l'association Maths pour tous. Donc Dominique est le fondateur des forums des mathématiques. Et donc dans ces regroupements-là, c'est 1000, 2000 personnes qui parlent de mathématiques, un peu comme aujourd'hui, mais dans un lieu très, très large et gigantesque où, vous voyez, il y a ce genre d'échange. Donc c'est des gens qui consomment du temps à donner, à partager le haut niveau et leur enthousiasme ici. Un petit hommage à Christian Mauduit, décédé prématurément, qui était le fondateur de l'association Maths pour tous, qui est une cheville ouvrière de l'organisation des maths aussi dans notre région. Et Christian avait notamment mis en valeur les stages hippocampes. C'est quoi un stage hippocampe? 3 jours où une classe est immergée dans un centre de recherche, encadré par des chercheurs et travaillant comme des chercheurs en rendant compte de leurs travaux au bout de 3 jours. Gros succès, des centaines de jeunes ont participé à ça. Donc vous voyez, vous avez autour de vous, là un bain extraordinairement riche de gens qui travaillent à très haut niveau et en même temps qui prennent le temps de partager ça auprès de la jeunesse, mettre la connaissance et le haut niveau à la portée du plus grand nombre. Et puis aujourd'hui, Nathalie Granotier, qui est la bibliothécaire du CIRM, mais elle vous présente des ouvrages. Alors moi j'aurais eu 16 ans, 17 ans, 18 ans, on me présente une édition du 17e des aimants d'Euclide, je dis ouais, c'est du papier, ouais. Maintenant, ça me fait chialer, quoi. Une édition du 17e des aimants d'Euclide, c'est extraordinaire. Ça, c'est fantastique. Et si je vous présente tous ces gens-là aujourd'hui, je vais en revenir un petit peu à ma petite vidéo de départ, c'est parce que ces gens-là vont être les héros d'une saga qui est en cours d'écriture. Et cette saga, c'est pas ça. C'est pas Plus belle la vie. Cette saga, c'est le projet Mathéopolis. Le projet Mathéopolis, c'est la rencontre, je l'ai dit au départ, de 2 enthousiasmes. Je change de région, je vais en Normandie. Et donc, il y a 25 ans, j'ai rencontré ce monsieur en Normandie.
qui s'appelle Pierre Seguin, extrêmement cultivé, très très cultivé. Pianiste, judoka, enfin, homme complet, suivant l'idéal de la Renaissance. Et donc Pierre, on avait de grandes discussions, et en tant que prof de français, j'étais toujours interloqué sur le fait que le soir, il lisait des maths, vous voyez ? Le soir, Pierre lit des maths. Et on échangeait sur le fait que on trouvait, mais tragique, que derrière ça, les gens ne voient pas de la vie, ne voient pas du sens, ne voient pas de la passion. A priori, c'est vrai, c'est froid, c'est austère, c'est fermé, c'est hermétique. Donc les questions qu'on se posait, c'était, si les mathématiques sont ce que je viens de dire, froide, fermée, hermétique pour beaucoup de gens, sous quelle forme rendre concret l'abstrait ? Sous quelle forme rendre compte du caractère vivant des mathématiques, et comment tisser des ponts avec l'histoire, la médecine, la littérature, la musique, l'art, dans une démarche d'unité du savoir? Comment faire ça? Et les solutions qu'on a imaginées, c'est de taper tout azimut, faire un roman illustré, faire un escape game, faire un jeu vidéo 3D. Voilà. Et bon, on s'est lancé dans l'aventure. Pour ça, il fallait un graphiste. Hein. Donc, on a rencontré un gars super. Il avait 20 ans, maintenant il en a 40, presque 45. Et tous les dessins que vous allez avoir ici, c'est lui qui les a réalisés. Et pour le CIRM, on est en train de travailler. Vous voyez, dans notre histoire, ces personnages-là vont devenir... Bon, c'est juste des croquis, ça. Des petits crobards à Fabrice. Voilà. Fait à la va-vite. Vont devenir les héros d'une aventure. Et c'est ça le projet Mathéopolis. Et donc, là-dedans, rencontre de deux enthousiasmes, les auteurs et l'association Maths pour tous sont dit, pourquoi ne pas faire un projet éditorial associatif, où on mettrait un livre quasiment à prix coûtant, à la disposition de tous, ici, avec Laurent Bedou à la réalisation, avec Sébastien Simao qui s'occupe du monde 3D. Voilà. Et voilà la première chose que l'on a créée. On a créé cet ouvrage-là et on a travaillé un scénario. Donc le scénario, c'était de mettre une héroïne, Laurence Garnet, qui se met à écrire son histoire. Et son histoire, c'est quoi ? Elle écrit, on est en 2021, elle a 25 ans et en fait, elle est devenue l'une des meilleures mathématiciennes du monde. Voilà. Et pourtant, au départ, elle n'était pas du tout prédestinée à devenir ce qu'elle est devenue. Et puis, elle décide de raconter son histoire. En fait, son histoire, elle est tragique au départ. À 8 ans, elle perd sa mère de longue maladie. Et puis, elle vit avec son père. Et un jour, ce père, qu'elle aime tant, qui est un mathématicien passionné, disparaît à Princeton lors d'un colloque. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Et elle est dans le désespoir. Voilà. Et puis, même dans cette tension où est-ce qu'elle va le retrouver ou pas ? Les semaines passent et la seule personne en mesure de recueillir Laurence, c'est son grand-père à Marseille, dans le panier. Un grand-père un peu bourru et avec lequel elle a des relations pas totalement satisfaisantes au départ. Et puis elle n'a pas le moral, puis elle n'a pas d'amis, puis elle ne s'intègre pas, puis ça ne va pas, puis elle a 8,92 en maths en 4e. Et puis pendant les vacances de la Toussaint, elle tombe sur un exo, doit démontrer que deux droites sont parallèles par la réciproque de Thalès. Et là, elle renverse le bureau, quoi. Elle dit, ma vie, c'est une bérésina et on me demande de démontrer que deux droites sont parallèles. Donc elle est en colère. Et le grand-père, à ce moment-là, intervient et tout bascule à ce moment-là. Le grand-père lui dit, mais c'est très important, tu sais, ce que tu es en train de faire. C'est très beau ce que tu es en train de faire. Et mieux que ça pourrait te ramener ton père. Alors là, elle ne comprend pas. Ah, me ramener mon père, mais comment ? Le grand-père se lève, prend des carnets dans la bibliothèque, lui présente, et en fait, c'est les carnets de son père. Et elle découvre que son père, en fait, dans ses carnets, a vu une double vie. Pas celle que l'on croit. Une vie réelle et une vie imaginale. C'est quoi une vie imaginale ? Il était capable de se projeter dans le monde des maths, comme si ce monde des maths était aussi concret, vivant, que Venise, New York. Voilà. Il était capable de se promener, de visiter le monde des maths, où les symboles deviennent des êtres, où les mathématiciens continuent, l'esprit des mathématiciens continue à y vivre depuis la nuit des temps. Et il raconte tout ça, et il raconte et il dessine au fur et à mesure. Alors évidemment, c'est Fabrice qui dessine, c'est pas Laurence. Mais dans l'histoire, c'est Laurence, c'est le père qui est censé dessiner. Donc voilà, par exemple, on est au IXe siècle, à l'époque des Abbassides, voilà, à l'époque de la théorie des équations par Al-Khwarizmi. Et pour Al-Khwarizmi, une équation, c'est une balance en équilibre. Et donc, vous voyez, vous avez un être équation dans Mathéopolis. Vous avez un 6 qui fait 4 mètres de haut, avec qui vous pouvez discuter. Voilà, le père vit dans cet univers-là. Et ça fait de lui, mais l'un des tout meilleurs mathématiciens du monde, parce qu'il voit les maths aussi clairement que je vous vois aujourd'hui. Et dans Mathéopolis, en fait, même toutes les architectures sont corrélées au moment où on a découvert les notions, les nombres complexes, à la Renaissance, chez Tartaglia, chez Bombelli.
Voilà, donc il y a des architectures proches de la Renaissance où les objets deviennent des êtres. Et le père, à un moment donné, dans les carnets, il y a un trouble. Il décrit qu'il se sent traqué. En fait, il l'est. Il y a des gens qui s'intéressent à son pouvoir, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Et en fait, elle découvre qu'il a été enlevé par des méchants, voilà, qui veulent son pouvoir. Bah lui, en fait, dans les faits, il aura laissé son corps. Et il a projeté la totalité de son mental dans l'univers Mathéopolis, dans un coin que les mathématiciens ont beaucoup de mal à explorer, qui est la conjecture de Goldbach. Et donc, dans la comète de Goldbach, sur l'un de ces points, dans le monde des maths, il est caché, personne ne sait où il est. Personne ne le trouve. Et ben alors on se dit, moi je vais aller chercher mon père. Donc, comme son père, elle va apprendre à se projeter dans le monde des maths. Et en fait, elle découvre que c'est le grand-père qui a initié le père et l'arrière-grand-père avait initié le... Donc, chez les Guerney, il y a une tradition mathématique très très forte de projection dans ce monde un petit peu étrange. Et vous voyez, par des exercices de concentration, elle arrive à transformer un rectangle comme celui-ci en rectangle crayonné, puis où le rectangle devient un être à part entière dans Mathéopolis. Et elle arrive à abstraire progressivement toutes les situations. Quand elle regarde un ciel étoilé, elle voit ça, puis ça, puis ça. Vous voyez ? Un monde dans lequel les objets mathématiques prennent vie, et dans lequel elle va se projeter pour essayer d'y trouver son père, ici. Alors ce monde, on est en train de le construire. On l'imagine pour l'instant comme un tore, avec les maths théoriques sur la peau extérieure, et puis un petit peu comme un beignet avec deux ganaches, vous voyez ? Donc le monde des mathématiques pédagogiques, et puis ensuite, en dessous, le monde des mathématiques historiques. Ici, je vous montrerai ça, ce serait un petit peu la carte du monde des mathématiques historiques. Puis on est en train d'essayer de dessiner ce monde-là, voir comment les fonctions, quand on explore le monde des maths, où sont les fonctions par rapport au proba, c'est où, et puis les suites, c'est comment par rapport aux fonctions, on les met où, à gauche, à droite, au-dessus? C'est compliqué, on a du mal à mettre le monde des maths en 3D. Mais on s'y attache. Et pendant ce temps-là, Fabrice dessine. Il dessine l'exploration de notre héroïne dans le monde des maths. Et quand en maths, vous faites des exercices, nous, on imagine qu'il y a un maître d'armes qui va vous en faire baver, ou vous faites vos exercices de maths de manière physique et répétitive dans le monde des maths. Mais vous pouvez aussi rencontrer Descartes, Galilée, Kepler, Al-Khwarizmi dans ce monde-là, parce que l'esprit des mathématiciens survit, même si les gens sont morts. On parle encore de Pythagore aujourd'hui. Donc Pythagore est vivant d'une certaine manière dans le monde des maths. Voilà. Et les quartiers rendent compte dans leur construction, sous forme de schéma, presque de mind mapping, de la manière dont les nombres relatifs, par exemple, fonctionnent. Voilà, ça c'est la stylisation avec un logiciel qui s'appelle Blender en 3D d'un organigramme pour comprendre les nombres relatifs. Donc on essaye d'y faire un monde dans lequel on va physiquement vivre les maths, et dans les plans, et dans l'architecture, et dans les mouvements. Voilà. Et donc, une équation comme 5x plus 23 égale 35, ça devient un être. Al-Khwarizmi disait que c'est une balance en équilibre, une équation, et chiche, à ce moment-là, c'est une balance en équilibre, faisons un être balance. Et résoudre une équation, c'est combattre une équation, et les gestes physiques qu'elle va faire là-dedans, avec son épée à deux mains, correspondent peu ou prou à la sélection des priorités pour savoir quelle opération il faut éventuellement annuler d'abord, etc. Donc, correspondent peu ou prou à ce qu'il faut comprendre pour résoudre l'équation ici. Et puis c'est assez poétique parce que la droite des réels, quand vous allez chercher 6,23 dans la droite des réels, vous passez entre le 6 et le 7, et puis vous passez entre le 2 dixième et 3 dixièmes, et puis vous plongez. Et là, vous pouvez le faire physiquement, avec une monopalme. Vous plongez dans la droite des réels, dans les profondeurs de l'infini. Wow. Et ça, c'est Mathéopolis. Et donc, je reboucle sur le point de départ. Laurence va vivre ça dans le monde de Mathéopolis, mais pourquoi elle va devenir très très forte aussi? Parce qu'elle va être élevée par les gens que je vous ai présentés avant. Elle va faire des camps des cigales, elle va faire des stages hippocampes, elle va faire des congrès matangines. Voilà. Et elle va être infusée par ces gens qui donnent autant de leur temps et de leur talent aux jeunes. Donc le tome 0... on l'a réalisé. Pour l'instant, il n'y a pas trop de suspense dedans. Ce sera surtout dans le tome 1 qu'on est en train d'écrire. Voilà. Il parle surtout d'histoire des mathématiques. Donc, il y a une grosse discussion. Elle essaye de comprendre un petit peu comment tout ça s'est forgé à travers le temps. Et puis, au CIRM, on a des gens formidables. Nathalie Granotti a dit moi, je fais un escape game à Lego. Un escape game auquel vous participez aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous. Voilà. Et puis, Sébastien, si Mao, j'ai mis un E à la place du A, mais c'est un A ici pour Sébastien.
Alors lui, c'est un passionné de 3D. Lui, moi, je te le fais en 3D. Ah bon? Voilà. Et donc encore hier soir, il me dit, bah tiens, je t'envoie une vidéo. Hier soir, il m'a envoyé ça. Il me dit, j'avance, donc je suis en train de faire le tore, je suis en train de positionner les quartiers. J'ai fait un quartier babylonien, parce que dans le tome 1, on commence par les mathématiques babyloniennes. Donc il a fait un quartier babylonien. Bon, ah bon, ok. Et ça donne ça. Ça, c'est hier soir. Sébastien, 23h42. Une bonne brochette de fou furieux, quand même. Hein. Voilà, donc pour l'instant, il a positionné les quartiers, juste positionné. Donc ce que je vous ai montré avec les plateaux, etc., il ne l'a pas encore fait, mais il a un personnage qui se promène à l'intérieur, ici. Donc là, pour l'instant, c'est tout à fait sommaire à l'intérieur sur le plan de l'étage pédagogique, mais si vous tombez d'un niveau, en fait, ils ont déjà beaucoup plus travaillé. Et que si vous allez là-dedans, dans le niveau des mathématiques historiques, et ben hop, Babylone, et on y est. Donc ils ont réalisé toute l'architecture ici, et vous pouvez, sur OpenSim, circuler là-dedans. Et vous voyez, ce qui émane de cette ville-là, c'est la notation babylonienne, la numération babylonienne, avec le clou et le chevron, ici. Voilà, c'est les maths qui infusent de cet endroit-là. Et ça, c'est l'avatar de Sébastien. Ici. Et donc, dans cette circulation-là, en fait, il cherche Laurence, qui est déjà dans la ville, qui est déjà dans le quartier. Et il va la trouver. Donc, ils ont réalisé Laurence en 3D, là, dernièrement, ici. C'est pas elle. La voilà. C'est à parfaire, mais c'est un bon début. Du coup, si vous voulez suivre les aventures de ce projet un petit peu fou, bah, on a un site qui s'appelle matheopolis.org qui est dédié à ce projet-là. Et ce projet-là, c'est avant tout, comme je le disais au départ, la réunion et le partage d'enthousiasme pour le plus grand nombre. Je vous remercie de votre attention.